Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Juste, même si je suis un petit peu en retard, je voulais quand même prendre le temps de remercier les organisateurs et l'accueil particulièrement toujours formidable de ce congrès. Et puis remercier aussi les courageux qui ont pu se lever après avoir fêté la victoire hier du Maroc. Bravo encore à l'équipe junior. Donc, merci d'être venu pour parler donc de ce chapitre infectieux. Donc, on va commencer par les infections systémiques à candida en rémission néonatale. Alors, juste quelques chiffres pour vous mettre un petit peu le sujet et vous faire toucher du doigt l'importance du sujet. Donc, la fréquence, elle est extrêmement importante et elle concerne surtout, bien sûr, la population des extrêmes et des grands prématurés, avec une incidence, selon les études, de 10 à 20% chez les extrêmes prématurés, les moins de 28 semaines. C'est aussi la troisième cause de septicémie nosocomiale, avec donc une responsabilité de 25 à 30% de la morbidité dans les unités de néonatologie. Et c'est non seulement une pathologie grave en aigu, mais aussi elle a des conséquences à long terme avec une aggravation du pronostic neurologique. Donc pour présenter l'agent infectieux dont on va parler, les candidats, on présente le candidat. Donc le candidat est une levure qui est donc un saprophyte qui réside dans la flore vaginale normale. Elle est isolée donc dans 20% chez les femmes immunocompétentes. Et vous voyez qu'il y a parmi les 200 espèces qui sont décrites de candidats, une douzaine qui peuvent être pathogènes chez le nouveau-né, avec une très très grande prévalence du candida albicans dans le portage vaginal maternel. Alors, ces levures sont des agents qui sont donc non capsulés, qui, pour le candidat, a la particularité de pouvoir faire des filaments. Et donc, c'est des commensaux. Alors, le candida albicans et le candida glabrata sont des endosaprophytes qu'on trouve essentiellement dans le tube digestif, comme portage réservoir et dans les voies génitales. Et l'autre agent important dont on va parler plusieurs fois, c'est le candida parapsilosis, qui lui colonise souvent la peau et les muqueuses, et les phanères, pardon. Donc le diagnostic microbiologique, il est encore basé essentiellement sur la culture. C'est une culture qui est difficile, qui est peu sensible, avec des milieux enrichis spécialisés. Ça peut aussi pousser, mais plus lentement, sur un milieu non spécifique. Il y a maintenant des systèmes automatisés qui permettent d'améliorer la rapidité et la sensibilité du diagnostic. Et puis après, il y a une identification de l'espèce. Et puis, dans les nouveautés qui aident quand même beaucoup, notamment dans le diagnostic des infections invasives à candida, on a les bêta-déglucanes, qui sont donc dosés dans le sang, qui sont donc un petit peu des débris des constituants de la paroi des levures. Et donc, il y a maintenant beaucoup d'études, et donc il y a une méta-analyse récente qui a évalué l'importance et l'utilisation, le bénéfice d'utilisation de ces bêta-déglucanes. Donc, il y a un seuil qui a été identifié comme à 80 picogrammes par millilitre, qui permet d'avoir une sensibilité satisfaisante à près de 90%. Donc, on dépiste 9 infections invasives sur 10, mais malheureusement, la spécificité, elle est mauvaise, c'est le problème des bêta-déglucanes, puisque en fait, il y a des faux positifs liés en fait à d'autres états pathologiques. Donc, ça reste un outil maintenant qui est utilisé de façon assez large par beaucoup d'équipes, mais qui reste un adjuvant, si vous voulez, au diagnostic et un élément de microbiologie associé. Le diagnostic restant au prélèvement sanguin. Donc, les modes de transmission du candida, deux modes, une transmission qui est verticale, donc qui correspond à une transmission materno-fétale et qui concerne essentiellement le candida albicans. C'est dans la grande majorité des cas une transmission périnatale avec une colonisation de l'enfant qui va se faire lors du passage par les voies vaginales. Donc l'accouchement par voie basse est le facteur de risque essentiel à cette colonisation verticale. Et puis on voit aussi de façon assez importante, notamment chez les populations les plus fragiles des extrêmes prématurés, une transmission possible par voie horizontale
qui est l'apanage du Candida albicans, mais aussi et surtout du Candida parapsilosis. Et là, c'est une transmission typiquement nosocomiale qui se fait par le personnel ou les agents et qui donc peut être à l'origine d'infections à caractère épidémique dans les services. Donc la répartition des candidats dans les infections invasives, donc il y a plusieurs séries qui décrivent bien sûr les germes impliqués. Donc là, il y a 2 séries à 6 ans d'intervalle. Vous voyez que de façon persistante, le Candida albicans est vraiment l'espèce la plus fréquemment retrouvée. Il faut retenir à peu près 2/3 des infections invasives. Et puis en deuxième, le Candida parapsilosis, à peu près 1/3. Et puis après, on a d'autres espèces beaucoup moins souvent représentées. Alors ce qui est très important, c'est cette diapo-là, notamment, qui décrit l'incidence des candidémies néonatales sur les 15 dernières années, entre 1997 et 2010, enfin sur la période 2010, et donc qui est issue d'une très large cohorte, puisqu'elle a réuni 322 unités aux États-Unis. Et on voit très nettement... On voit très nettement... Je sais pas. C'est en haut, pardon. Une réduction. Voilà, pardon. On voit très nettement une réduction de l'incidence au cours des années. Voilà, pardon. Une réduction de l'incidence au cours des années. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, pardon. Une réduction de l'incidence au fil des ans. Donc là, vous avez la courbe globale et vous avez distingué la courbe des extrêmes prématurés, moins de 750 grammes, et des moins de 1000 grammes. Donc vous voyez que cette diminution de l'incidence, elle est vérifiée sur tous les extrêmes prématurés et elle est liée en fait à plusieurs éléments. D'une part, la réduction de la prescription d'antibiotiques large spectre à grande échelle, assez systématique. La mise en place d'une prophylaxie antifongique, bien sûr, on en reparlera. Et puis, des facteurs d'amélioration des soins, notamment en limitant les facteurs d'exposition aux facteurs de risque principaux qu'on va détailler, et également en améliorant les mesures d'hygiène et la prise en compte de certaines situations et améliorer la qualité des soins. Donc, dans la population, si on définit la population à risque, on a une incidence qui varie selon les unités, mais la constance, c'est quand même que la population à risque, ce sont les extrêmes prématurés. Vous voyez que l'incidence des candidémies systémiques, elle est inversement proportionnelle au poids de naissance et à l'âge gestationnel. Alors, quelques grandes étapes de la physiologique et de l'évolution de la survenue de la candidémie invasive. On a donc les 4 étapes qui sont proposées dans ce modèle de Kaufmann, donc entre la transmission et la dissémination. Donc la transmission, on l'a vu, liée à 2 facteurs de transmission verticale et horizontale. Et donc maintenant, on va s'intéresser aux éléments qui font passer de la colonisation à l'infection, avec différents facteurs qui sont donc classés là en facteurs d'hôte, facteurs liés aux pathogènes et facteurs liés au traitement. Donc dans les facteurs d'hôte, une part de facteurs qui sont intrinsèques à l'enfant, qui sont donc le problème du système immunitaire immature, l'humidité de la surface cutanée et surtout la rupture, l'effraction de la barrière épithéliale, que ce soit sur la fragilité cutanée ou sur la barrière digestive, que ce soit lors de perforation intestinale ou d'entérocolite ulcéro-nécrosante, voire de chirurgie. Et puis, bien sûr, le facteur d'hôte important qui est la présence de matériel invasif et notamment les cathéters et les sondes endotrachéales. Dans les facteurs liés aux pathogènes, vous avez la virulence et les facteurs d'adhérence, et puis vous avez la proportion, le degré d'inoculum au moment de la colonisation et le nombre de sites colonisés, qui sont donc un état variable de prédisposition à le passage à l'infection. Et puis les facteurs liés au traitement, qui là sont maintenant bien connus et essentiels,
qui sont les antibiotiques. Ça, on a bien montré que la prescription d'antibiotiques, et notamment les antibiotiques large spectre, les céphalosporines de 3e génération, et la vancomycine sont un facteur de risque majeur de passage du statut de colonisation à infection. Il y a certaines études qui montrent que les enfants qui s'infectent ont 100% de prescription d'antibiothérapie large spectre dans les jours qui ont précédé l'infection. La prescription d'antagonistes d'antiacides, que ce soit les anti-H2 ou les IPP, sont également des agents bien connus comme facteurs associés. La prescription d'une corticothérapie postnatale. Et la nutrition parentérale avec associant des lipides par voie intraveineuse. Alors voilà les facteurs qui sont repris dans ce tableau synthétique. Donc on a déjà abordé la plupart de ces facteurs. Dans les facteurs intrinsèques, donc l'accouchement par voie basse et la colonisation de l'enfant à Candida à la naissance. Et puis dans les facteurs intrinsèques, ce qui est important, c'est l'utilisation et la durée du cathéter. Et en association, on a souvent comme facteurs associés qui sortent significativement la durée de la nutrition parentérale et le retour à la mise en route, le retard à la mise en route de l'alimentation parentérale. Alors, pour présenter cliniquement le tableau, les infections fongiques invasives, elles se présentent vraiment comme un tableau de sepsis néonatale non spécifique. En général, elles vont survenir après les 72 premières heures. Donc, c'est des tableaux de sepsis secondaires qui n'ont rien de spécifique. Donc là, c'est présentation clinique retrouvée dans une étude. Et le vrai problème, c'est d'arriver à d'évoquer le diagnostic dans cette situation où souvent on va s'orienter vers des bactériémies. Donc la particularité, c'est souvent une hyperleucocytose importante. Et bien sûr, il faudra replacer le contexte dans les facteurs de risque. Alors, ces infections fongiques invasives, elles sont particularisées aussi par la possibilité d'avoir des localisations associées. Donc, en premier, l'association avec une localisation digestive, puisqu'en général, c'est le réservoir de la colonisation, dont on trouve dans près de 90% des cas. Exceptionnellement, il y a une entérocolite associée. C'est plutôt l'apanage des perforations digestives isolées. Là aussi, souvent, on a une localisation cutanée, qui peut être soit congénitale, comme on verra juste après, soit d'acquisition nosocomiale. Et puis, la localisation urinaire, qui parfois est initiale et isolée, et en tout cas qui est très souvent associée dans plus de 50% des cas. Et puis, les localisations qu'on va différencier comme secondaires, qui sont là consécutives à la candidémie. L'atteinte pulmonaire est plutôt rare. Il faut se focaliser sur une atteinte rétinienne, donc présente dans 25 à 50% des cas, qu'on va retrouver à l'ophtalmoscopie indirecte. Les atteintes rénales, avec la particularité de l'image qu'on peut voir de Fungus Boule, qui sont des masses en fait de levure qui peuvent obstruer les voies urinaires, comme on voit sur l'image. Les endocardites ont été décrites, les méningites sont relativement fréquentes, et puis les atteintes ostéo-articulaires et hépatiques moins fréquentes. Donc un petit focus sur l'entité clinique particulière qui est la candidose cutanée congénitale, qui est une forme donc d'infection congénitale qui va donc être présente dès la naissance, avec un tableau clinique assez caractéristique, un enfant qui présente une éruption maculo-papuleuse qui peut évoluer vers des vésicules, une peau extrêmement rouge, brique, et qui peut avoir un aspect de funiculite. Ces formes sont particulièrement à risque de passage à une infection systémique. D'ailleurs, on parle d'une infection du derme et de l'épiderme, et ce sont des enfants qu'il faut donc traiter à la naissance. Ces formes sont heureusement rares. Alors, je vous ai décrit le tableau clinique. Qu'en est-il des conséquences de cette infection systémique? Donc, il y a une morbimortalité associée qui est élevée.
Les candidémies sont les troisième cause en fait d'infections avec des hémocultures positives. Vous voyez qu'elles sont en troisième après les infections à coccigramme plus, les septicémies à coccigramme plus, celles à bacilgramme négatif. Mais par contre, dans la mortalité, vous voyez qu'elles sont en deuxième place avec une mortalité associée à près de 30%. Alors, les facteurs qui sont associés à une augmentation de la mortalité et morbidité et les facteurs pronostiques de ces infections sont la durée de positivité des hémocultures. Là, c'est une étude qui a évalué la dissémination selon la poursuite des hémocultures au-delà de 7 jours ou stérilisées en moins de 7 jours. Et donc, vous voyez que le taux de méningite augmente, enfin, la méningite, l'atteinte rénale et le décès sont significativement augmentés en cas de persistance des hémocultures. Alors, à distance, quelles sont les conséquences? On a une augmentation de la morbidité neurodéveloppementale associée à ces infections, comme vous le voyez ici sur cette série d'enfants évalués à 18 mois 2 ans, que ce soit dans le comportement cognitif ou dans les atteintes motrices. Alors, le traitement antifongique, on a plusieurs molécules disponibles. 3 sont largement utilisées en néonatologie. On a l'amphotericine B qui est historiquement et encore recommandée en première intention par beaucoup de sociétés savantes, qui a plusieurs travers, notamment le problème de l'utilisation difficile puisqu'elle nécessite une voie d'administration parentérale, une voie veineuse dédiée et qui rend difficile cet accès prolongé chez les nouveau-nés. On a le fluconazole qui a des propriétés très intéressantes chez le nouveau-né puisqu'il est bien toléré et puis il est également il a une administration, une biodisponibilité orale qui en font un traitement qui peut être relayé par voie orale quand la situation est stabilisée. Il a cependant une sensibilité qui est diminuée pour le Candida glabrata et le Candida kruseri. Et puis la micafongine qui est plus récente dans notre arsenal thérapeutique, qui est un coût supérieur et qui nécessite une administration intraveineuse et qui a aussi une sensibilité diminuée pour le Candida glabrata et kruseri. Alors les recommandations de traitement sont discutées. Il y a donc souvent une pratique locale. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut, dès qu'une candidose invasive est suspectée, mettre en place un traitement empirique. Et ça, c'est les recommandations de l'APHP 2018. On peut choisir l'amicamine ou le fluconazole selon l'orientation du germe pressenti. Les recommandations internationales et des sociétés savantes sont plutôt de proposer en première intention, quand on a une candidémie confirmée, un traitement par amphotéricine B. Là, les recommandations de la PHP sont de mettre de la micamine. Et bien sûr, quand on a confirmé la candidémie, il faut faire un bilan d'extension systématique avec fond d'œil, IRM, ECBU, échographie abdominale. Et la mesure indispensable associée est le retrait du cathéter si on veut stériliser l'infection. En cas d'atteinte du système nerveux central, l'amphotéricine B ou le fluconazole sont proposés avec une bonne diffusion dans le système nerveux central. Les infections urinaires et les arthrites et l'ostéomyélite sont bien traitées par le fluconazole quand l'antibiotique est efficace. Le traitement prophylactique, et ça c'est un sujet bien sûr qu'il faut aborder même si j'ai peu de temps, s'est vu développer donc dans les unités et donc il y a eu plusieurs études, il y a eu 4 études et donc il y a une méta-analyse en 2016 qui a évalué son bénéfice. On a donc un bénéfice en termes de réduction de la colonisation, des infections invasives et du critère combiné décès ou candidémie. Par contre, la mortalité n'est pas diminuée par ce traitement donc préventif qui est du fluconazole donné pendant des périodes variables sur les designs de ces études. Alors, qu'en est-il de l'indication du traitement prophylactique? Alors, différentes recommandations émanant des différentes sociétés savantes. Aux États-Unis,
Il y a une indication selon l'incidence dans les services des candidoses invasives. Les recommandations européennes, les SMID, proposent d'inciter à traiter sur une incidence supérieure à 10%, ou si, en cas d'incidence faible, si on a identifié une population très à risque chez les bébés de moins de 1000 grammes avec un facteur de risque surajouté. En France, cette prophylaxie est encore peu utilisée, et bien sûr différemment selon les services. Et les recommandations de la PHP ne sont pas d'utiliser ce traitement de façon systématique. Alors, les mesures de prévention et de traitement des infections fongiques, là, je ne vais pas détailler parce que je ne vais pas avoir le temps, mais elles ont fait l'objet d'une revue et d'une proposition de mesures de traitement et de prévention par Kirkpatrick en 2022. Je voudrais quand même insister sur les bénéfices qu'on peut avoir à réduire et à prévenir ces infections par l'aménagement de l'environnement et surtout de limiter certains facteurs de risque qui sont bien connus maintenant comme associés, notamment limiter la durée des cathéters et limiter les antibiotiques large spectre aux indications confirmées. En cas de suspicion de candidose invasive, ce protocole propose d'être extrêmement invasif dans l'état des lieux puisqu'il réalise les hémocultures et également la ponction lombaire dès la suspicion de candidose. Débuter le traitement empirique antifongique dès la suspicion, compte tenu de la gravité. Et puis, pour finir, en conclusion, rappeler que cette pathologie extrêmement grave concerne exclusivement quasiment les nouveau-nés extrêmes prématurés de moins de 1000 grammes. Donc la gravité, elle est le fait à court terme d'une mortalité globale élevée et à plus long terme d'une aggravation du pronostic neurologique. Il y a des mesures de prévention efficaces possibles qu'on connaît bien maintenant et probablement rediscuter de l'intérêt du triflucan au vu des résultats plutôt encourageants des dernières méta-analyses. Je vous remercie.